Ça va vous? Alors, dans la première partie, on était resté sur un débat un petit peu stérile entre un maire d'une commune et moi il y a quelques années. Et en fait, ce genre de débat, eh ben, on le retrouve depuis quelques mois dans les médias français avec la crise qu'on traverse tous. En fait, le grand souci avec la plupart de ces débats à la con, c'est la grande difficulté à appréhender un problème dans sa globalité, à penser sous la forme d'un tout. Dans le langage courant, l'idée d'un tout, ça a un nom, ça s'appelle l'holisme, ou théorie holistique. En science, il y a évidemment le pendant un peu plus structuré de l'holistique, on appelle ça la théorie des systèmes. La théorie des systèmes ou systémique, ça peut se rapprocher plus ou moins à ce vieil adage populaire attribué à Aristote, un tout, c'est davantage que la somme de ses parties. Par contre, il faut bien comprendre que la systémique, c'est pas une science en tant que telle, c'est plutôt un ensemble de méthodes et d'outils que peuvent utiliser les disciplines scientifiques dans le but de comprendre une problématique comme faisant partie d'un ensemble plus grand, et dans cet ensemble plus grand, on trouve des sous-ensembles hiérarchiquement plus petits qui ont leurs propres composantes. Et un bon exemple pour illustrer la systémique, c'est de zoomer et dézoomer au sein d'un organisme vivant. Alors prenons par exemple un être humain. Un être humain, ça peut être considéré sous plusieurs échelles. Tout d'abord, un être humain, c'est un tout. Ensuite, on peut considérer l'être humain sous la forme des différents ensembles d'organes qui concourent à assurer une même fonction. Par exemple, on a le système digestif, le système respiratoire, le système nerveux, le système reproductif, etc. Mais si on zoome encore, on peut voir que ces différents systèmes sont constitués de plusieurs organes qui chacun réalise une fonction différente. Par exemple, les glandes salivaires, elles assurent des fonctions différentes de l'œsophage ou de l'estomac. J'ai bien envie de démonter le truc, mais ça me galère ensuite de remettre tout. Et même dans l'estomac, si on zoome encore, on peut trouver différentes cellules qui ont des fonctions différentes. Par exemple, une cellule épithéliale, avec son rôle de revêtement, elle a une fonction différente des cellules qui libèrent par exemple la gréline, qui est une hormone, et son rôle de messager. Sans compter qu'au sein même des cellules, on trouve différents compartiments, on appelle ça des organites, qui réalisent des fonctions différentes. Donc que l'on zoome ou que l'on dézoome, on trouve un système qui s'emboîte, avec chacun ses propres mécanismes, ses fonctions propres, mais une fois emboîté, ça fait émerger des propriétés nouvelles au système hiérarchiquement au-dessus, et lorsqu'on emboîte tous ces systèmes, ça fait émerger encore des propriétés nouvelles au tout. C'est ça la théorie de la systémique. Et l'écologie, c'est un parfait exemple de systémique. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais dit que notre planète, c'est le premier des écosystèmes. Cet écosystème, il abrite évidemment une infinité d'écosystèmes plus petits emboîtés les uns dans les autres. Entre un ruisseau et un océan, il y a forcément une foultitude, ouais ça se dit foultitude, d'écosystèmes emboîtés les uns entre les autres. Mais le ruisseau, il est bien connecté à notre océan. Et on observe la même chose entre une vaste forêt tropicale et une simple petite feuille. D'ailleurs, notre petite feuille et notre forêt, ils sont interconnectés avec le ruisseau et l'océan. Entendez le bruit de la forêt humide? C'est trop cool comme ambiance. Belle feuille. Le tout fonctionne de concert et selon les mêmes principes. Une feuille, c'est un écosystème. Si on revient à notre définition lors de notre vidéo précédente, une feuille, c'est un habitat qui abrite bel et bien des habitants. Et puis notre feuille, elle fait partie d'un écosystème hiérarchiquement plus grand, comme un arbre, qui fait lui-même partie de notre forêt, etc., etc., jusqu'à notre tout, notre planète. Jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, seule la Terre abrite la vie. Mais on ne sait pas. Donc en réalité, si on voulait vraiment être complet, pour comprendre comment fonctionne notre petite feuille, en fait on devrait faire appel au savoir d'un botaniste, d'un biologiste cellulaire, d'un biochimiste, d'un écologue, d'un géographe, d'un climatologue, d'un océanographe, d'un hydrologue. Et puis une forêt, c'est une réalité vécue par les hommes.
Donc on devrait aussi faire appel à un sociologue, à un anthropologue, à un historien. Bon, évidemment, dans la vraie vie, la question de l'échelle fait qu'on doit se limiter. Mais le fait est que l'écologie et les sciences du vivant, elles peuvent apporter au moins cette leçon, en ce sens que ici, on considère, en tout cas on essaye de considérer les choses comme faisant partie d'un tout. Bon, évidemment, l'écologie, elle n'est pas exempte de reproches. L'idée, c'est pas un concours. Par exemple, il fut un temps où la pratique de l'écologie, ça se limitait à une définition bien plus simple de la notion d'écosystème. Rappelez-vous la définition que je vous ai donnée la dernière fois. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, la définition d'écosystème, ça se limitait uniquement à habitat plus habitant, et on mettait de côté toutes les relations. Par exemple, si on veut considérer un écosystème du point de vue de ses habitats, on ne va pas observer l'habitat dans son entièreté, mais on va plutôt s'attacher à regarder quelques sous-habitats qu'on va considérer comme étant représentatifs du tout. C'est la même chose pour les habitants, pour les êtres vivants. On va s'intéresser à une espèce cible, ou à une population cible, et même souvent à un seul individu. On essaye autant que possible de modéliser la réalité, le tout, mais évidemment que c'est une simplification. Les disciplines scientifiques fondamentales, lorsqu'elles s'appliquent à un modèle qui est plus théorique, elles se doivent d'être multifactorielles. Ça tombe même sous le sens en fait. Un être vivant, et en particulier un être humain, c'est pas juste une donnée dans un tableur. Alors la fameuse théorie des jeux, elle est par exemple très largement utilisée en sciences du vivant, en biologie et en écologie. Alors la théorie des jeux, c'est un ensemble d'outils mathématiques dont le but est d'aider à modéliser, prévoir le choix fait par deux parties ou davantage qui sont impliqués dans une relation de compétition ou au contraire de coopération. Alors ces parties, on les appelle des agents. Ça peut être un individu, des populations, un groupe de populations, on appelle ça une communauté, mais ça peut aussi être des entités totalement abstraites. Et le but du jeu pour les agents, c'est de maximiser leur intérêt. Donc la théorie des jeux, elle va essayer de prévoir, modéliser le choix qui maximise l'intérêt des différents agents en fonction des choix faits par les autres. Alors il est évident qu'au départ, la théorie des jeux, elle a trouvé son application en économie. D'ailleurs, les principes mathématiques qui ont gouverné à la création de cette théorie, ils viennent au départ de l'économie. Et ils viennent aussi des mathématiques qui aident à modéliser le hasard. En écologie évolutive, c'est-à-dire l'application des principes de l'évolution darwinienne en sens du vivant, la théorie des jeux elle est aussi largement utilisée. En particulier, cette théorie elle est utilisée pour modéliser les relations de compétition. Techniquement, la théorie des jeux elle permet notamment de prévoir, modéliser quel sera le ou les choix à faire pour maximiser sa fitness. La fitness, c'est le succès reproducteur d'un individu. Autrement dit, quel choix doit-il faire pour maximiser ses chances de survivre et ses chances de se reproduire. Si on considère que le but final de toute forme de vie, c'est de se reproduire, on laisse de côté un grand parti du monde vivant en fait. On laisse de côté tous les êtres vivants qui ne se reproduisent pas de manière sexuée. On laisse de côté l'homosexualité dans le monde animal. On laisse de côté également les insectes sociaux. Au sein de ces populations, il n'y a qu'un individu qui se reproduit. Mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Alors l'un des exemples les plus connus, et le premier en fait qu'on apprend souvent à la fac quand on démarre l'apprentissage de la théorie des jeux, c'est le fameux exemple de la compétition entre colombe et faucon. Alors l'exemple, il imagine que ces deux individus, colombe et faucon, ils sont en compétition pour l'accès à une ressource. Par exemple une ressource alimentaire ou l'accès à l'espace. Et face à la compétition pour l'accès à cette ressource, les deux agents en question, ils ont le choix de leur stratégie. Si une colombe rencontre une colombe, pas de conflit. Le premier agent arrivé, c'est le premier servi. Et il est considéré comme gagnant. L'autre abandonne la partie sans causer d'embrouille. Il est perdant quant à la ressource, mais seule cette perte engage sa survie. Si un faucon rencontre une colombe, le faucon est gagnant dans l'accès à la ressource dans tous les cas. La colombe, ce qu'elle peut faire, c'est uniquement fuir après le conflit. La colombe est perdante, mais en plus de ça, elle subit un conflit, qui est remporté par le faucon. Donc la survie, elle est engagée aussi de ce point de vue. Troisième possibilité, si deux faucons se rencontrent, un conflit éclate. Le gagnant dans l'accès à la ressource, c'est celui qui remporte le conflit. Donc dans ce cas, la survie des deux agents, elle est engagée. Alors évidemment, le choix de la stratégie, ça va dépendre de l'importance de la ressource qui est en jeu. Et puis ça va aussi dépendre du choix fait par l'agent en face, et ça va dépendre du coup de notre propension à prévoir ce choix. En fait, c'est un équilibre à trouver, une balance entre les coûts de l'effort à mettre en place pour la ressource et les bénéfices apportés par la ressource. Bon, petite illustration de la théorie des jeux. Ce matin, je suis allé acheter dans un fast-food bien connu ce petit gobelet de soda
Dans ce fast-food, ils organisent, comme chaque année, un jeu Monopoly. On enlève les petites vignettes et on gagne quelque chose. Donc voyons voir ce que j'ai gagné sur ma petite vignette. J'en ai deux, hein. Ok. Ah, vous avez gagné une formation premium au code de la route chez En Voiture Simone. It was at this moment he knew. He fucked up. Autrement dit, j'ai rien gagné, parce que je suppose qu'il faut payer. Du coup, là, justement, hein, la balance coût-bénéfice, du coup, elle n'est pas équilibrée, hein, parce que là, le coût, il vaut davantage que le bénéfice. Et c'est de toute façon, prendre un soda dans un fast-food, de toute manière, en tous les cas, le coût, il dépasse le bénéfice. Hein. Bon, voyons voir ce que j'ai gagné avec la suivante. Ok. Cumuler des vignettes de jeux Monopoly, rien. Bon, autrement dit, j'ai rien gagné du tout. Là, par exemple, c'était un bon exemple de mauvais équilibre entre les coûts et les bénéfices. Putain, j'ai le seum. Quoi qu'il en soit, le fait est que les mathématiques et l'économie, ils ont permis de progresser en biologie et en écologie. Et puis on comprend bien avec cet exemple que pour prédire un choix à faire en écologie, via la théorie des jeux, le savoir d'un écologue seul, ça suffira pas. Pour modéliser efficacement ce fameux équilibre coût-bénéfice, quand on parle des sciences du vivant, il faut prendre en compte un nombre incalculable de données, issues de tout un tas de disciplines. Le vivant, par nature, c'est le cas de le dire, il est très difficilement prévisible. Un peu à l'image de la climatologie, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Sans compter l'importance des choix. Un être vivant, c'est aussi et surtout un individu. Et un individu, ça fait des choix. Et ces choix, ils dépendent de facteurs environnementaux, mais ils dépendent aussi d'une volonté propre. Parfois, ces choix, ils dépassent toute logique. Et l'écologie, elle a depuis longtemps appris à composer avec cette part de subtilité et d'imprévisibilité. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même une bonne leçon, ou en tout cas un encouragement à donner à toutes les sciences. Vous savez, on pourrait disserter encore des heures sur ce qu'apporte l'écologie aux autres sciences, et en particulier aux sciences fondamentales. On pourrait par exemple évoquer l'apport de ceux qui pratiquent cette science, évoquer l'apport historique des grands explorateurs du passé, des grands découvreurs du passé, qui ont essayé de véhiculer dans la pratique de leur science un idéal de découverte, de partage, une ambition vis-à-vis de notre planète, mais aussi vis-à-vis des autres habitants de notre planète, et pas uniquement les hommes. Cet idéal, il était vecteur d'une ambition pacificatrice qui dépasse le clivage entre les sciences dures et les sciences douces, au service d'un bien commun. Et ça, je trouve que c'est aussi un encouragement à donner à toutes les sciences. En tout cas, il y a des choses à retenir de l'écologie et des sciences du vivant en général. On pourra peut-être en parler dans une autre vidéo. Bon, à bientôt.